Prenons la petite rue des sorcières. Je suis ma mère. Notre course précipitée, oublieuse, nous mène par la Hexengang, inéluctablement, vers la rivière Hase, aboutissement et terme du chemin des sorcières. C'est si court, mais c'est long. Ça a du charme, on oublie les terreurs, on se sent violemment vivre. Les petits pavés de briques sont encore rouges. Aujourd'hui, comme il y a 500 ans, le jeu de la lumière et de l'obscurité, l'impression que le gang, le passage, est long, est causée sans doute par la variété successive des segments de la ruelle. Un tunnel qui donne la sensation d'un horizon très lointain, une courbe, une autre, un pan de la pente entre deux hauts murs qui, prolongés de quelques mètres, ferait incarcération. Tous les charmes impressionnants d'un labyrinthe, le défilé modeste entre deux bâtiments graves, imposants, à droite du dôme, à gauche du Gymnasium Carolinum, entre l'église et l'Empire. C'est seulement entre midi et 2 heures que la lumière du soleil parvient à se faufiler dans l'obscurité du cœur humain. Dans 20 mètres, c'est la mort. 20 pas de mort, les 20 derniers. Frau Skipper était déjà en état de mort prémortelle depuis qu'elle avait été arrêtée et enfermée et traitée dans la Buchsturm. Cette tour contient maintenant un musée des cris des bientôt exécutés. En moyenne 20 cris par supplicié selon Meister Dietrich, le bourreau, qui donne le chiffre de 133 plus 121 plus 44 multiplié par 20 cris. Cela fait 5960 cris notés dans les rapports de sa carrière, compte tenu des années sans supplice. Si seulement la Hase avait la parole, comme le scamandre, elle témoignerait de l'outrage et la violence exercée contre elle, qu'on obligeait à avaler des corps entiers de femmes, une si petite rivière écœurée. Mais elle est réduite au silence, comme le couloir entonnoir de la ruelle, comme tant de lieux abusés, souillés. Je me souviens, et pourtant dans la réalité extérieure, je n'y suis pas allée avec toi, ma mère, en chair et en os, mais avec ton ombre. Tu te souviens de Frau Skipper, dis-je ? Ma mère. La couturière ? Déjà en 1939, elle s'est suicidée. H. Non, la sage-femme. On l'a traînée par ici, ligotée, pieds au poing déjà attachés à l'échelle, prête à être jetée dans la Hase pour la Wasserprobe. Et quand Meister Dietrich, le bourreau, a soulevé l'échelle, elle était déjà morte, tout le monde l'a vue. Alors il a dit que c'était de toute évidence le diable qui lui avait brisé le cou. Lui n'a fait que lui briser les jambes, non sans effort et travail. Nicht ohne Mühe und Arbeit. Voilà la preuve. Mais selon ma mère, Frau Skipper s'est sûrement suicidée. En 1561, il n'y avait aucune chance. Alors qu'en 1939, Frau Skipper, la couturière, aurait pu rejoindre Frau Engels, la modiste, à Amsterdam, en 1939. On essaye quand même de croire que l'impossible pourrait être possible. À droite de la cathédrale, la ruelle aux sorcières, 20 mètres, mais interminable sur les pavés. Cette histoire de pavés, si on pouvait la déchiffrer, dans la tête du livre, la rue Roland fait un angle avec la Hexengang, d'un côté les hommes, de l'autre côté les femmes. 450 sorcières brûlées vives ou noyées, 420 juifs déportés ou descendus, sur 425 restent 5. À Osnabrück, on attache les femmes dans la position suivante. Gros orteil et doigt, index liés. Le gros orteil de ma mère me fascinait. Gros, large, tout le contraire de son corps mince, agile. Les parties du corps qui recèlent un édit du destin. Le talon d'Achille, l'épaule de Siegfried, le gros orteil d'Ève. Tu connais l'histoire d'Anna Schreiber, la sage-femme ? Par ici est passée la carriole sur laquelle les conseillers traînent Anna Schreiber, juste devant le jardin, vers la Hase, où aura lieu, pousse-toi Chaya, où aura lieu dans 10 minutes. Ces 10 minutes, nul ne peut rapporter de quelle matière survoltée elles sont faites. Elles ne sont pas comme des minutes, pas comme du temps. Elles hurlent comme des chiennes,
battement du cœur emballé vers le gouffre. Elle répète 100 fois le supplice, et peut-être 1000. On meurt, on meurt, on meurt, on meurt, l'eau est lente. On ne sait pas ce qui est le plus terrifiant. Le gouffre sans fond de la rivière ou la gueule béante de la foule qui hurle. Terrifiant n'est pas le mot. Tous les mots d'hier sont noyés. 30 000 personnes envahissent la place, en brandissant des milliers et des milliers de bannières frappées de la croix gammée. C'est toute la ville qui se hâte au sacrifice multiplié par 30 000. Tant qu'elle est encore dans la charrette, Anna souhaite la fin par la hase. Elle a une soif de feu pour la rivière, mais voilà, dès qu'elle est au bord de la hase, pas elle d'ailleurs, mais la roue de chair humaine où l'orteil et l'index sont joints par des cordelettes, voilà en quoi elle est changée. Dem Wurf ins Wasser entging fast keine Frauen, dit l'historien de la ville en concluant son rapport. Au jet dans l'eau, n'échappait presque aucune des femmes, me dit ma mère. Moi, j'ai échappé. Je n'ai pas attendu. Dès que j'ai su que la police venait, j'ai pris ma valise. Je comprends maintenant que l'histoire d'Ève, ma mère, avait pris la Hexengang dès 1929, chemin qui l'amènerait en prison à Barberousse, en Algérie, en 1962. Une histoire en alerte, sur ses gardes, toujours prête à fuir, toujours les mêmes motifs. Valise, maison rime avec prison, fuite, valise. Les fuites sont intéressantes, elles sont inspirées. Quelque chose qui joue le rôle de Dieu, l'avertit, comparable à un lièvre alerté, elle détale juste à temps. On ne la prendrait pas 2 fois, à part l'erreur imprévisible de Barberousse. Toute sa vie, elle n'arrête pas de fuir en pensée, de penser à bien fuir. Depuis la sortie de prison, elle reste dressée, l'oreille aux aguets, la maison toujours pleine de valises jusqu'au plafond. Les valises sont des maisons portatives. Tes valises pèsent des tonnes, disent. Ce ne sont pas des valises de voyage. Ce sont des valises de déménagement. Je ne fais ni une ni deux. Je vois 2 policiers devant la porte de la clinique. Tac! D'abord, je prends la fuite avec mon sac à dos. Et ensuite, je demande à Gérard ou à M. David d'envoyer mes valises à ma suite, dit ma mère en s'enfuyant. Je suis à l'aéroport, je vous écrirai. C'est un vol absolument sans adieu, d'une seconde à l'autre, comme une mort, un enlèvement. Plotz, blitz, blatz, platz, un éclair, comme un réveil en sursaut. Le continent vient de tomber au fond du temps. La prison a quand même mis 30 ans à mettre le verrou sur ma mère, me dis-je. Elle suivait les aventures de la jeune femme de chapitre en chapitre, ses combats, ses bonheurs, ses deuils, son ascension régulière vers la lumière, le couronnement de sa carrière, une escalade à risque et au sommet, ce triomphe de la vie, être sage-femme, grande artiste de la mise au monde. En 1962, avec une moyenne de 250 naissances par an, il y a bien 1000 nouveau-nés qui piaillent dans ses cahiers. Un peuple enchanté. Ma mère dit « J'avais des intuitions de vie. Les hommes pouvaient assister à l'accouchement. Je n'avais pas de femme morte sur ma table de travail. Je ne tremblais pas, dit ma mère. C'est alors que la prison arrête la vie tout d'un coup, 1962. L'année de l'indépendance de l'Algérie? Pour ma mère, c'est l'année où on dirait que là-bas a fini par arriver devant sa porte. Je n'aime pas l'histoire, dit ma mère, c'est guerre, guerre, destruction, massacre d'êtres vivants, tout le contraire de sage-femme. Il n'y a pas plus léger d'âme qu'une sage-femme qui ne tremble pas. Tous les jours, nous sommes au commencement du monde. Pas de reproche à personne, c'est ça qui provoque les jalousies. Un métier qui consiste à délivrer. Entre les sages-femmes et les prostituées, il y a plusieurs choses en commun, surtout les principales. Le danger, le trafic incessant des règles, le monde des femmes le plus archaïque, le plus vital, celui qui est en bas, avant l'échelle sociale, avant les guerres sauvages entre des femmes et des femmes, dans cette région qui ressemble à une immense tente, un campement dans une forêt bien entretenue, où toutes les femmes se comprennent dans la même langue,
ces éternelles réserves d'autochtones qui signent avec toutes les parties de leur corps. Il y en a toujours une qui a mal au ventre, et deux qui ont les seins trop gros, trop lourds, ça les fatigue. Ça leur fait mal au dos, ça les fait rire. Il y en a une qui a un spéculum, c'est ma mère. Ça fait tellement partie de sa vie quotidienne qu'elle a toujours gardé son spéculum. Quand elle a eu 90 ans, elle l'a rangé dans une de ses boîtes à chaussures sur laquelle elle a inscrit « Spéculum, poche à glace, blouse polyester, manches courtes ». Et c'est là, dans son armoire, que je l'ai trouvé, le spéculum, parmi les cartons et les valises, quand j'ai fait la boîte avec le déménagement. Entre sage-femme et prostituée, on s'entend. Quand sa fille de 18 ans est venue lui rendre visite, ma mère a dit à la patronne « Vous devriez la mettre chez moi à la clinique, elle apprendrait ». Le spéculum, c'est plus qu'un spéculum. C'est un mot de passe pour entrer dans le monde invisible du dehors. Certaines accusées, comme certaines accusatrices, ont la laideur et les doigts crochus, le menton crochu, les crocs, la bosse, qui sont les traits particuliers attribués aux sorcières, dit Montaigne. C'est le cas de la vieille Katharina Kepler et c'est le cas de Maria la Beuse, également Maria la Méchante, qui avait aussi un nom maléfique. Elles ont entre 70 et 80 ans, sauf la Beuse, et aussi la Maya, qui n'avait que 30 et 40, mais l'air d'être leur propre grand-mère, ce qui n'empêche pas Maria, tordue, bossue et Beuse, de se trouver enceinte. Tout cela est suspect. Certaines, comme Anna, la femme du pharmacien Heinrich Meldung, née à Binden, est venue à Osnabrück après la mort précoce de son premier mari, comme ma mère Eve Klein d'Osnabrück, venue à Alger après la mort précoce de mon père en 1948, sont des femmes remarquables, sans reproche, travailleuses, et dont la beauté, qui n'est pas considérée comme un trait particulier de sorcière, au lieu de les protéger, les dessert, et se retourne en traits funestes à leur désavantage, car cette déformité contrariée est suspecte. C'est toujours la même très antique pièce de théâtre, avec les mêmes personnages infortunés, de Zéamie à Shakespeare, des femmes coupables d'innocence et condamnées pour innocence. À quoi ça sert d'être innocent, dit ma mère. J'avais pas d'imagination. Moins tu es coupable, plus tu es coupable d'être innocente, plus tu as du mal à te défendre, plus tu es dépassée par l'attaque, plus tu es moins forte, plus tu es irréprochable, plus tu as l'air suspect. Et la seule qui m'ait donné un bon conseil, c'est la patronne de bordel. Madame Klein n'avouait jamais. Sinon, si tu avoues, comme cette pauvre Madame Wodeman, que tu as couché avec le diable et sacrifié des nourrissons, par crainte de la Wasserprobe, l'épreuve de l'eau, et pour rien. Tu es quand même torturé, décapité en public, et en plus, tu as sacrifié ton innocence sous le mauvais conseil d'une illusion.